nouveau remaniement du gouvernement en Côte d'Ivoire. La présidence a fait l'annonce ce mercredi sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir. Une nouvelle qui tombe à 2 ans de la présidentielle. Au Malawi, le vice-président Saulos Chilima, en rupture de ban avec le chef de l'État Peter Mutharika, a fait une annonce de taille. Il défiera le président sortant lors de l'élection présidentielle de mai 2019. Enfin, les pêcheurs sénégalais pourront désormais travailler en Mauritanie. C'est une nouvelle convention conclue cette semaine entre le Sénégal et la Mauritanie qui le permet. Voilà pour ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ouvrons par les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Remaniement du gouvernement. La présidence ivoirienne en a fait l'annonce mercredi sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir. Une nouvelle qui tombe à 2 ans de l'élection présidentielle. Le président ivoirien a mis fin aux fonctions du gouvernement. Toutefois, a été reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara l'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale constituée du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et de la société civile. Cette situation a été suscitée par le refus du PDCI de constituer avec le RDR un parti unifié avant le prochain scrutin présidentiel. Le RHDP désigne à la fois la coalition électorale RDR-PDCI qui a remporté les élections de 2010 et 2015 et le futur parti unifié voulu par le président Ouattara. Ce projet de parti unifié suscite des divisions au sein du parti au pouvoir et du PDCI. En effet, le PDCI, après avoir soutenu à 2 reprises la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara, réclame sa part du gâteau comptant pour 2020, soit un candidat issu du PDCI soutenu par le RDR. Mais le RDR ne semble pas vouloir l'entendre de cette oreille. À présent, le nouveau gouvernement devrait avoir reconduit les ministres PDCI favorables au parti unifié et devrait s'ouvrir aux petits partis qui ont décidé de le rejoindre. Le divorce semble en bonne voie et la situation conforte les soupçons suivant lesquels Alassane Ouattara pourrait bien briguer un 3e mandat. En bref et en images, le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, en rupture de ban avec le chef de l'État, Peter Mutharika, dont il dénonce la corruption, a annoncé ce mercredi soir qu'il le défierait lors de l'élection présidentielle prévue en mai 2019. Je suis prêt à entrer dans la course. Si nous suivons un processus transparent et démocratique, je présenterai ma candidature, a déclaré Chilima lors d'un entretien très attendu accordé à la radio Zobiac. Dans les 10 jours, je dirai si je me présente seul en tant que candidat indépendant ou au nom d'une alliance ou d'une grande coalition, a-t-il précisé. Membre du Parti démocratique progressiste DPP au pouvoir, Saulos Chilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. Depuis quelques mois, il a publiquement pris ses distances avec le chef de l'État. Au Zimbabwe, l'armée nie catégoriquement faire campagne pour le président Emmerson Mnangagwa et son parti, la ZANU-PF, en vue des élections générales du 30 juillet prochain. Cette réaction de l'armée intervient alors que l'opposition l'accuse d'avoir déployé ses soldats dans certaines régions rurales du pays pour faire pression sur les électeurs. Voici les images. Les forces de défense du Zimbabwe ne jouent aucun rôle direct dans les élections à venir. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'état-major lors d'une conférence de presse à Harare. Cette sortie médiatique fait suite aux allégations de plusieurs médias proches de l'opposition qui ont accusé l'armée d'avoir déployé ses soldats dans certaines régions rurales du pays pour faire pression sur les électeurs. Les fausses informations qui ont été rapportées affirment que les forces de défense du Zimbabwe vont être utilisées dans certaines régions rurales pour faire pression sur les villageois afin qu'ils soutiennent un certain parti politique pour augmenter les chances de ce parti de gagner les élections paisibles de 2018.
Notre rôle pour les élections est essentiellement d'aider la police à maintenir la loi et l'ordre avant, pendant et après des élections paisibles. Les scrutins de l'ère Mugabe étaient largement entachés de fraude et de violence imputées aux forces de sécurité et au gouvernement de l'ancien chef de l'État. Mais le président Mnangagwa répète depuis des mois que les élections du 30 juillet prochain seront libres, équitables et transparentes. L'actuel chef de l'État part largement favori de la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline de son chef historique Morgan Tsvangirai, décédé en février. On parle d'élections toujours. La Cour constitutionnelle du Mali a validé ce mercredi 24 candidatures et en a rejeté 6 au cours de la proclamation définitive de la liste des candidatures à la présidentielle du 29 juillet. La Cour avait validé la semaine dernière 17 candidatures et en avait rejeté 13 autres au cours d'une proclamation provisoire. Parmi les candidats repêchés figurent l'ancien Premier ministre Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad, dit Modibo Diarra, les anciens ministres Choguel Kokala Maïga et Moutaga Tall. La candidature du chef religieux et élu d'une localité du centre du Mali, Harouna Sankaré, a également été validée selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tous les candidats recalés la semaine dernière ont apporté la preuve qu'ils avaient une liste complète d'élus soutenant leur candidature, comme l'exige la loi, a précisé la Cour. Outre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, parmi la liste définitive des candidatures acceptées figurent également l'ancien ministre Mohamed Ali Batli et une femme d'affaires, Djeneba Ndiaye. La campagne officielle pour la présidentielle doit débuter le 7 juillet. Les pêcheurs sénégalais pourront désormais travailler en Mauritanie. C'est une nouvelle convention conclue cette semaine entre le Sénégal et la Mauritanie qui le permet, une réalité qui intervient 2 ans et demi après la fin de leur dernier accord de pêche. Le nouvel accord de pêche a été signé lundi à Nouakchott en marge du sommet de l'Union africaine entre les ministres sénégalais et mauritaniens de la pêche. Ce nouveau contrat d'une durée d'1 an renouvelable stipule que les pêcheurs sénégalais sont bénéficiaires de 400 licences pour capturer 50 000 tonnes de poissons avec 400 pirogues. Les espèces concernées par cet accord sont notamment les sardinelles, les chinchards, les etmalos et les anchois. Le Sénégal versera à la Mauritanie 15 € pour chaque tonne de poissons pêchés, dont 10 € dus par les pêcheurs et 5 € par l'État du Sénégal. Le débarquement des captures des pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes se fera d'abord en territoire mauritanien pour permettre aux autorités mauritaniennes de procéder à des contrôles avant leur acheminement au Sénégal. Ce nouvel accord a été conclu après la mort le 29 janvier d'un jeune pêcheur sénégalais tué par des gardes-côtes mauritaniens dans les eaux territoriales mauritaniennes. Le précédent accord de pêche qui liait Dakar à Nouakchott n'avait pas été renouvelé depuis janvier 2016. Les pêcheurs sénégalais sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, due notamment à une surexploitation. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. Le parquet général de Paris a requis ce mercredi en appel la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de 2 anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda. En avril 1994, le procès en appel d'Octavien Ngezi et de Tito Baraira s'était ouvert le 2 mai dernier devant les assises de Paris. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine requise en appel par le parquet général de Paris à l'encontre d'Octavien Ngezi et Tito Baraira, 2 anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda en avril 1994. Les 2 hommes condamnés à la prison à vie en 2016 ont nié jusqu'au bout toute participation au génocide. Les accusés, qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont écouté impassibles le lourd réquisitoire. Les avocats généraux ont désigné les accusés comme des artisans de la mort, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Au Rwanda, les tueries ont débuté peu après l'attentat contre le président Hutu Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Massacres et exécutions sommaires se sont enchaînés à Kabarondo.
Le massacre le plus effroyable eut lieu à l'église le 13 avril dans cette commune où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés, espérant gagner un sanctuaire. Le génocide a fait, selon l'ONU, plus de 800 000 morts en 100 jours à travers le pays, plus de 2000 en un seul jour à l'église de Kabarondo, selon son curé. En Indonésie, sur l'île de Bali, le volcan Agung est de nouveau entré en éruption. Lundi et dernier, il continue de gronder et projette une épaisse fumée de cendres. La semaine dernière, l'aéroport avait été temporairement fermé. Un volcan crache un panache de cendres de 2000 mètres de haut que la lave orange vif a cascadé de son sommet. L'agence géologique de l'Indonésie a indiqué que la dernière éruption d'Agung, lundi nuit, a duré plus de 7 minutes et que la lave incandescente est descendue à environ 2 km de son cratère. Une zone interdite de 4 km autour du volcan Agung a été déterminée. Le niveau est resté d'alerte, le deuxième avertissement de danger le plus élevé. La semaine dernière, l'île tropicale a temporairement fermé l'aéroport et a immobilisé des centaines de vols après l'éruption du mont Agung. Plus tôt en novembre, une éruption a bloqué des milliers de touristes et a pilonné l'industrie touristique lucrative de Bali, l'épine dorsale de son économie. Il faut dire que la cendre du volcan est dangereuse pour les avions car elle rend les pistes glissantes et peut être aspirée dans leur moteur. La dernière grande éruption d'Agung en 1963 a tué environ 1600 personnes. L'Indonésie est située sur le cercle de feu du Pacifique, une vaste zone d'instabilité géologique où la collision des plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements et une activité volcanique majeure. En Grande-Bretagne, 2 personnes exposées à une substance inconnue ont été retrouvées inconscientes dans une ville. Cette dernière est voisine de celle où l'ex-espion russe Sergueï Skripal a été victime d'une tentative d'empoisonnement. C'était en mars. Le mystère entourait mercredi l'hospitalisation de 2 personnes retrouvées inconscientes et dans un état critique. Avant de se retrouver dans un tel état, elles ont été exposées à une substance inconnue à Amesbury, en Grande-Bretagne. C'est une ville du sud de l'Angleterre, voisine de celle où l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille avaient été victimes de l'empoisonnement à l'agent innervant. Je ne suis pas vraiment inquiète par le fait que cela soit lié à l'empoisonnement de Skripal. Apparemment, tout le monde dit qu'il n'y a pas vraiment de risque pour la santé ou quoi que ce soit du genre. J'espère que nous aurons bientôt des réponses. C'était assez préoccupant quand nous avons reçu l'information sur le type de véhicule d'urgence qui était présent. Il y a des gens de tous les milieux, d'un large éventail de pays, des membres des forces armées. C'est un quartier vraiment nouveau et donc tout le monde ne se connaît pas encore. Les 2 personnes, un homme et une femme, toutes 2 quadragénaires, ont été retrouvées inconscientes samedi 30 juin dans une habitation de la ville d'Amesbury. C'est à une dizaine de kilomètres à Salisbury que Sergueï Skripal et sa fille ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement à l'agent innervant le 4 mars, un incident attribué par le Royaume-Uni à la Russie et qui a entraîné une crise diplomatique. Voilà qui met un terme à cette édition. Très bonne suite de journée à chacun et à tous.